Bien, merci à tous d'être là. Donc, ravi d'accueillir notre collègue Vanina Pasqualini, professeure en écologie marine, et qui va nous parler aujourd'hui de lagunes, et plus particulièrement de la lagune de Bigoulia, avec beaucoup d'intérêt, puisque c'est une des grandes potentialités économiques et bien entendu écologiques de la Corse, tant du point de vue de la régulation que des ressources que ça peut générer. Mais je ne vais pas, bien entendu, me permettre de trop anticiper sur les contenus. Merci encore, Vanina, tu as la parole pour un comme tu veux, le temps de ton exposé, puis ensuite nous échangerons un petit peu. Merci beaucoup. Merci Alain. Vous m'entendez peut-être sans le micro? Oui. Bon, alors je vais parler avec le micro. Je vais me mettre par là parce que ça me permet de pouvoir me retourner vers l'écran. Je suis un peu plus habituée à être plus proche de l'écran, on va dire. Voilà, alors aujourd'hui, donc des données scientifiques. Je vais faire un petit peu le lien entre les lagunes, hein, ces milieux lagunaires que l'on a bien développés en Corse, et les données scientifiques, hein, qui existent depuis quelques années, et leur intérêt, hein, par rapport à la préservation de ces lagunes. Alors effectivement, donc je suis professeure en écologie marine, et les milieux lagunaires, c'est un peu un milieu à part parce qu'on est sur la terre, mais on est aussi quand même dans de l'eau saumâtre. Donc de l'eau saumâtre qui parfois peut être, des fois on peut avoir des étangs, et notamment cet étang de Bigoulia, hein. Parfois cet étang en plein hiver peut être pratiquement rempli d'eau douce, et en plein été peut être pratiquement rempli d'eau salée. Voilà, surtout cet exemple, hein, sur la lagune de Bigoulia. Ce n'est pas le cas pour les autres étangs de Corse, hein, on pourra en parler après la présentation. Là, je me focalise vraiment sur Bigoulia. Donc voilà, des milieux un petit peu particuliers. Je vais vous les définir dans un premier temps, et puis je vais vous faire un petit historique des données scientifiques qui existent sur cet étang, et surtout l'intérêt que ça peut avoir par rapport à la gestion de ces milieux. Il faut savoir que la lagune de Bigoulia est une réserve naturelle. Donc, elle bénéficie quand même d'une gestion assez développée, ce qui n'est pas forcément le cas des autres étangs de Corse. C'est aussi peut-être pour cette raison qu'elle a beaucoup de données scientifiques que l'on peut retrouver sur cet étang. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des autres étangs. Alors, je vais d'abord vous définir ce qu'est une lagune. Alors, une lagune, comme vous pouvez le voir, donc on a la lagune de Bigoulia, vous avez Bastia qui est juste au nord. Ce qui caractérise en fait les lagunes, c'est que ce sont des plans d'eau de faible profondeur. Là, la profondeur maximale de l'étang de Bigoulia, c'est en moyenne 1,5 m. Je dirais que presque on peut la traverser à pied. C'est donc des milieux qui sont très faiblement profonds. Alors, je fais un parallèle peut-être avec l'étang d'Urbino ou l'étang de Diane, hein. Ce sont des étangs qui sont beaucoup plus profonds. La profondeur, par exemple, de l'étang d'Urbino, c'est 9 mètres, et l'étang de Diane, c'est 11 mètres. Vous voyez, donc c'est un étang qui est très particulier parce qu'en fait, c'est une espèce de mare qui est très très grande, hein, puisque ça fait pratiquement 12 km de long. C'est une mare que pratiquement on peut traverser à pied. Voilà. Et donc vous allez voir que justement l'hydrologie va jouer un rôle très important parce que justement on a une grande mare peu profonde. Donc ça, c'est vraiment la particularité des lagunes. Elle est séparée par la mer par un cordon littoral, hein, que l'on appelle le lido, hein, le lido de la Marane. Cette lagune est alimentée par de l'eau de mer grâce à une ouverture étroite. Et c'est vraiment ce qui caractérise l'étang de Bigoulia, c'est qu'on n'a qu'une seule ouverture à la mer, et que cette ouverture à la mer est située complètement au nord. C'est ce qu'on appelle le gros, hein, dans le jargon des gens qui sont dans le milieu lagunaire, on appelle ça le gros. Alors je vous dirais, moi c'est vrai parce que j'ai l'habitude de le dire, je vous parlerai du gros, et vous voyez que la particularité, c'est que la seule ouverture à la mer, c'est-à-dire que la seule entrée de mer possible dans cette lagune, elle n'interviendra que par ce petit bout de bras, puisqu'en plus, hein, vous voyez que c'est situé complètement à l'extrémité, et puis pour que l'eau de mer puisse rentrer, eh bien, il va falloir qu'elle rentre et puis qu'elle longe cette espèce de bras. Voilà. Donc à un moment, pour saler cet étang, vous allez voir, hein, c'est un gros qui est un gros naturel. Il existe des gros artificiels. Ici, sur l'étang de Bigoulia, on a un gros naturel qui est entretenu malgré tout régulièrement pour permettre justement, eh bien, une entrée et une sortie d'eau. Alors,
Il y a longtemps, les gros des étangs n'étaient pas entretenus et c'était tout simplement en fait l'hydrologie et les apports massifs en eau douce qui venaient du bassin versant, qui chassaient en fait le sédiment au niveau du gros et qui permettaient justement un entretien naturel de ces ouvertures. Voilà, là, pour aider un petit peu plus à l'entrée d'eau de mer, eh bien, les gestionnaires de la réserve nettoient régulièrement cette ouverture. Et puis, bien évidemment, une lagune est caractérisée par des apports en eau douce qui viennent du bassin versant. Donc là, on a surtout, vous avez un canal qui se trouve, alors il n'est pas sur la photo, mais vous avez un canal assez connu que l'on appelle le canal du Fossone et qui relie en fait le Golo à la lagune. C'est un canal qui a été construit il y a très longtemps. D'ailleurs, toute la lagune est bordée par des canaux. Il y a des stations de pompage aussi. C'est des travaux qui ont été faits il y a plus de 200 ans et qui avaient un rôle surtout d'assainissement en fait de tout ce bassin versant, de toute cette plaine que vous voyez ici. C'était une plaine en fait qui a eu vocation, alors ça se perd un petit peu maintenant, mais qui s'y était très développée par rapport à l'agriculture. Donc il y a un drainage en fait de l'eau qui remonte à plus de 200 ans pour essayer d'assainir un petit peu cette plaine. Et vous avez tout un réseau de canaux en fait en bordure de l'étang qui drainent l'eau avec des stations de pompage qui pompent l'eau en amont et qui déversent cette eau dans la lagune. Donc c'est une caractéristique d'une lagune, c'est-à-dire qu'on va avoir des arrivées d'eau douce. Là, donc, je vous disais, il y a le canal du Fossone au sud, mais vous avez surtout le Bevinco qui arrive au nord. C'est celui-ci qui apporte le plus d'apport en eau douce. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très particulier parce que vous voyez bien qu'en fonctionnement, là je vais vous parler d'abord du fonctionnement hydrologique, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un bassin sud qui est très fermé, avec des apports en eau douce occasionnels, par l'intermédiaire du canal du Fossone, mais qui est nettoyé régulièrement, mais bon, voilà, qui ne fonctionne pas forcément très très bien. Et puis des apports en eau douce aussi par le Bevinco qui arrivent au nord, mais les entrées d'eau de mer arrivent aussi au nord. Donc vous voyez qu'on va avoir là un gradient, ce qu'on appelle un gradient de salinité, c'est-à-dire que en moyenne, on a la plupart du temps des eaux qui sont peu salées au sud et des eaux qui sont plus salées au nord. Bien évidemment, quand il pleut beaucoup plus, eh bien, vous avez la lagune qui va se dessaler. Lorsqu'on est en plein été, et si le gros est ouvert et qu'on a un petit peu de marée, eh bien, vous avez de l'eau de mer qui rentre. Et là, vous avez la lagune qui va se saler. Alors, c'est un fonctionnement qui est très particulier à chaque étang, vous le comprenez bien, la configuration d'une lagune, les localisations des gros, les arrivées, les débits, les arrivées d'eau douce, eh bien, font que chaque lagune va avoir un fonctionnement très particulier au niveau de l'hydrologie. Et donc là, je vais m'intéresser un petit peu plus à cette lagune de Bigoulia, mais vous pouvez avoir, alors je fais le parallèle avec Urbino et Diane. Urbino et Diane sont des lagunes, je ne sais pas si vous voyez un petit peu où ça se trouve, on est plus bas sur la plaine orientale de la Corse. Ce sont des lagunes qui ont un tout petit bassin versant, donc il y a très peu d'apport en eau douce. Par contre, il y a un gros qui est un gros, pour l'étang de Diane, un gros bien ouvert, artificiel, eh bien, vous avez pratiquement que de l'eau de mer à l'intérieur de ces étangs. Et très, très peu de variations au cours de l'année. Donc, dans les étangs plus salés, on va retrouver essentiellement des espèces marines. Et dans les lagunes où on a une dominance d'apport en eau douce, eh bien, on va retrouver, en fonction des saisons, soit des espèces marines, soit des espèces d'eau douce. Voilà, c'est vraiment ce qui est caractéristique, c'est que le fonctionnement hydrologique de l'étang va avoir une répercussion très importante sur le fonctionnement biologique et écologique. Alors, je vous ai un petit peu déjà introduit cette diapo. On a plusieurs types de lagunes. Je vais essayer un petit peu donc là d'élargir. Je vous ai donné des exemples. On a effectivement ce qu'on appelle les lagunes au sens strict. C'est la lagune de Bigoulia. Elle est séparée par un lit d'eau. On a une communication avec la mer qui est plus ou moins constante, vous l'avez compris. Et ce sont des étangs qui sont peu profonds. Alors, pour donner un autre parallèle à l'étang de Bigoulia, vous avez l'étang de Palo, qui a à peu près la même configuration. L'étang de Palo se trouve au nord de la base aérienne de Solenzar. C'est un étang qui est beaucoup plus petit, mais qui a exactement le même fonctionnement. On peut pratiquement le traverser à pied.
Et on rejoint aussi beaucoup tous les étangs palavasiens. Tous les étangs palavasiens qui sont au niveau de Palavas-les-Flots, hein, au sud de Montpellier. Voilà, ce sont des structures qui ont à peu près le même type de fonctionnement. Alors, par opposition, vous avez ce qu'on appelle les plans d'eau de type estuarien. Ben là, on a des estuaires, on est à l'embouchure de fleuves. Donc, vous imaginez bien que dans cette configuration, on va avoir des apports en eau douce qui vont être très importants, même plus importants que sur l'étang de Bigouille. La plupart du temps, ce sont des étangs qui sont beaucoup plus profonds. On peut atteindre une dizaine de mètres. Et on va avoir des apports sédimentaires importants, donc des apports sédimentaires qui vont favoriser le comblement de ces lagunes. Alors là, je pense que les estuaires de la Seine, de la Loire et bien évidemment de tout le delta du Rhône. Ensuite, on a ce qu'on appelle les bassins de type Bahira. Alors, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire petite mer en arabe. C'est ce qu'on appelle des bassins tectoniques. Là, c'est l'exemple de l'étang d'Ourbine ou l'étang de Diane. Mais l'étang de Berre aussi, que vous pouvez à proximité de Marseille. En fait, au niveau de ces étangs, on a en fait eu un affaissement du socle. Donc, ce ne sont pas du tout des étangs qui se retrouvent forcément aux embouchures de fleuves. Donc, la plupart du temps, on a un affaissement du socle. On a très peu d'apport en eau douce. Donc là, vous voyez, ça veut dire qu'on aura très peu d'eau douce qui va arriver, donc on aura plus d'eau salée. Et la plupart du temps, on a des passes, des gros, qui vont être fixes. Si vous êtes passé à Martigues, Martigues, c'est le gros de l'étang de Berre. Voilà, on passe, l'autoroute passe sur le grand pont, on passe directement sur le gros. Donc la plupart du temps, là, on a des passes qui sont fixes. Et la plupart du temps, dans ces étangs, on se retrouve même à avoir des petites falaises. Si vous connaissez un petit peu l'étang d'Ourbine ou l'étang de Diane, on a des falaises tout autour, ce que l'on n'a absolument pas, par exemple, au niveau de l'étang de Bigouille, où on a que du sédiment tout autour. Voilà. Donc on a différentes configurations, c'était pour vous donner un petit aperçu général des étangs, et notamment avec des exemples sur la Corse. Alors, je vais encore plus loin là. Les lagunes, on a commencé par Bigouille, je vous ai présenté un petit peu les étangs en Corse. Et puis, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, on en a sur 13% des côtes. Donc, ce sont des écosystèmes qui sont très répandus à l'échelle mondiale. Le Mississippi, l'Amazone, la Seine, le Nil, le Mékong, voilà, ce sont des écosystèmes qui, à l'échelle mondiale, sont très répandus. 13% des côtes, ça fait quand même quelque chose d'important. Alors, je vais cibler un petit peu plus. On va regarder un petit peu la Méditerranée. Alors, ça ne ressort pas très bien, mais vous avez au moins les pays côtiers qui apparaissent. Au niveau de la Méditerranée, on retrouve 4 grands deltas, le Nil, le Pô, le Rhône et l'Èbre. Et puis ensuite, vous voyez que la Méditerranée, elle est parsemée en fait de très nombreux milieux lagunaires. En Corse, alors vous ne la voyez pas très bien là, ce sont les 2 petits points qui sont sur la droite, ici, de la Corse, mais j'ai une présentation avec... Pardon, la Corse est située juste là. Donc les lagunes sont situées principalement sur la côte est, pardon. Et puis, vous voyez en Grèce, on a aussi un grand nombre de milieux lagunaires. Sur les côtes tunisiennes aussi, vous avez des très belles lagunes. Voilà, moi j'avais travaillé sur une lagune au sud de Djerba, presque à la frontière de la Libye. Voilà, la lagune des Bibanes. Ils ont des milieux lagunaires vraiment extraordinaires. Voilà, et puis alors on se centre un petit peu plus sur la France, sur la zone, je dirais, française méditerranéenne. Donc 130 000 hectares en France, 45% en Languedoc-Roussillon, 52% en PACA, et on a 3% en Corse. Alors on n'en a pas beaucoup, mais on en a des belles et des grandes. Soit 3 900 hectares. Donc c'est quand même un potentiel important à l'échelle de la Corse. Donc vous voyez, sur la Corse, vous retrouvez, on les a surtout justement sur toute la côte est, et Bonifacio, Porto Vecchio, sont aussi des lieux où on peut retrouver des lagunes. Alors après, elles sont beaucoup plus petites, forcément. Les plus grandes, c'est celles dont je vous parle, Bigouille, Diane, Ourbine, qui sont les 3 plus grandes lagunes de Corse et qui sont situées sur la côte orientale. Alors, ces lagunes,
constituent une ressource précieuse de la planète. Alors, il y a très longtemps, ces lagunes, on n'y allait pas, hein, on y allait pour pêcher, et puis on s'éloignait de ces lagunes, hein, elles étaient souvent source de maladies, donc on s'éloignait de ces lagunes. Et pourtant, et puis souvent, quand on s'approche des lagunes, vous pouvez même vous approcher, prendre le lido de la Maragne, il y a des odeurs parfois qui sont un peu désagréables. Voilà, donc c'est des milieux qui étaient très répulsif, hein, il n'y avait pas véritablement d'attrait. Le seul attrait, bien, c'était un attrait par rapport à la pêche. Hein. Mais par contre, eh bien, il faut savoir, et on s'en rend compte de plus en plus maintenant, que ces lagunes fournissent de nombreux biens et services écosystémiques. Alors des services pour l'homme. Hein. Alors je pense que c'est un terme qu'on emploie de plus en plus, hein, les services écosystémiques, et vous allez voir ce que ça peut fournir à l'homme. Alors, tout d'abord, on va retrouver dans ces milieux une productivité naturelle et une biodiversité exceptionnelle. Je pense que la biodiversité, ça vous parle. Hein. Biodiversité exceptionnelle, il faut savoir que les milieux lagunaires, à l'échelle mondiale, sont en 2e position après les forêts tropicales. On a une biodiversité dans ces milieux lagunaires qui est exceptionnelle. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on va avoir? Les caractéristiques de ces lagunes, c'est qu'on va avoir des sels nutritifs, des quantités en sels nutritifs qui vont être très importants. Forcément, on est situé la plupart du temps à l'aval de bassins versants, donc des apports en sels nutritifs très importants. Et quand on a beaucoup de sels nutritifs, la plupart du temps, ça profite aux végétaux. Donc on va avoir une production primaire, une production de végétaux qui là aussi va être très importante. Alors, si vous avez beaucoup de sels nutritifs, beaucoup de végétaux, la plupart du temps, s'il y a à manger, eh bien, vous allez avoir, c'est le schéma que je vous ai présenté juste à côté, vous allez avoir forcément une chaîne alimentaire qui va être très diversifiée et forcément avec une forte biomasse. Et c'est pour cette raison que l'on a une activité de pêche très développée dans ces milieux lagunaires. C'est parce qu'on a des apports en sels nutritifs importants qui vont développer des végétaux en quantité très importante qui derrière vont développer toute une chaîne alimentaire très diversifiée dans ces lagunes. Alors, ces lagunes vont donc fournir, vont être une base de nombreuses activités économiques depuis longtemps. Bon, je cite la pêche, l'aquaculture, les marais salants aussi qui existent depuis longtemps. Alors, il existe aussi d'autres rôles. Ces lagunes vont avoir d'autres rôles. Notamment, ils vont constituer des réservoirs importants en eau. Je pense que là, avec l'actualité, ils vont participer notamment à l'évaporation et notamment, ils vont avoir une place très importante dans le cycle de l'eau. Ensuite, ils vont avoir un rôle d'auto-épuration des eaux. Notamment grâce au processus biologique, ils vont contribuer à améliorer la qualité de l'eau grâce aux organismes qui sont à l'intérieur et qui vont participer à améliorer la qualité de l'eau. Ensuite, on peut citer aussi tous les services culturels et récréatifs, notamment les activités de loisirs et l'écotourisme. Alors, chez nous, ce n'est pas très développé. Ça commence de plus en plus à se développer. Vous avez maintenant des chemins pédestres qui sont en train de se faire tout autour de l'étang de Bigouille. Vous avez aussi le Conservatoire du littoral et le département de la Haute-Corse qui développe et qui va aussi mettre en place des chemins pédestres tout autour de l'étang d'Ourbine. Donc voilà, il y a une activité qui se met en place. Si vous prenez par exemple tous les étangs palavasiens, sur les étangs palavasiens, il y en a qui font de la voile, il y a des activités nautiques. Voilà, ce sont des zones qui, au niveau récréatif, ont un attrait très important. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. En tous les cas, moi, je suis bien contente d'aller sur nos étangs et de pas voir. À la limite, je suis même complètement choquée quand je vais sur les étangs palavasiens et je me dis, c'est pas possible qu'on ait pu autant transformer ces milieux. Donc, ce sont des écosystèmes, vous l'avez compris, qui vont être très dynamiques. S'il pleut, on va avoir des apports en eau douce, l'écosystème va être bouleversé. S'il ne pleut pas, on va avoir des entrées d'eau de mer, l'écosystème va être bouleversé. Donc c'est un écosystème, c'est une petite mer, comme j'aime bien le dire, qui va réagir très rapidement à tous les changements des conditions environnementales. Que ce soit des conditions climatiques, mais que ce soit aussi, bien évidemment, toutes les conditions, les pollutions, etc.
Alors, peut-être parce que je parle souvent d'écosystème, alors je voulais quand même un petit peu vous redéfinir écosystème. Éco vient de oikos, hein, qui veut dire maison. Et système, c'est un ensemble de plusieurs éléments. Donc, vous allez voir effectivement, cet écosystème est formé d'un très grand nombre d'éléments. Alors, un écosystème est constitué de biocénoses et de biotopes. Les biocénoses, c'est l'ensemble des êtres vivants. Le biotope, eh bien, c'est l'environnement ou le milieu. Donc, c'est l'eau, l'air, le sol, hein. Et dans un écosystème, on a toujours un état d'équilibre. C'est un état d'équilibre avec des relations et des liens et des interactions entre l'environnement et les biocénoses, entre le biotope et les biocénoses. Lorsque vous avez soit les changements climatiques, hein, qui perturbent notre environnement, on peut aussi avoir une croissance démographique importante. Vous savez que toutes les zones côtières, les zones littorales sont particulièrement prisées, hein, par l'urbanisation, hein, depuis plusieurs décennies. Donc on est sur des zones côtières avec des milieux lagunaires. Je prends pour exemple le bassin versant de l'étang de Bigouille. Je pense qu'on ne peut pas aller sur Bastia maintenant sans voir une grue. Notamment sur toutes les communes de Luciane, à Bigouille, à Borgo. Hein. Et ça, ce sont des communes, hein, qui sont sur le bassin versant de la lagune. Donc, croissance démographique, les apports nutritifs en excès, parce que certes, les étangs ont l'habitude depuis très longtemps de recevoir des apports nutritifs, hein, mais par contre, vous avez l'agriculture, les rejets urbains, etc., qui vont augmenter encore d'autant plus ces apports nutritifs. Et vous allez voir que les apports en excès en nutriments, les apports en nutriments en excès dans une lagune peuvent avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Toutes les pollutions, hein, bien évidemment, et tout ce qui est surexploitation biologique. Alors, on va avoir une perte d'équilibre. Quand on a une perte d'équilibre, eh bien forcément, on a une dégradation de l'état de santé de l'écosystème. Alors, je dis dégradation si la pression, si la contrainte, si la perturbation est faible. On a rapidement un retour à l'état d'équilibre initial. Mais par contre, si la dégradation est importante, eh bien, on va avoir un changement d'état, un changement d'équilibre. C'est ce que l'on va voir. Et la plupart du temps, eh bien, on a une perte des biens et des services écosystémiques. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, si on connaît bien, là, vous voyez, je vous ai mis des petites photos. Lorsque l'on est dans un processus de dégradation, hein, par exemple une pollution, alors j'ai écrit eutrophisation. Une eutrophisation, c'est des apports en excès en sels nutritifs. Hein. Eh bien, vous voyez, on va pouvoir donner un état de santé à la lagune. Alors, vous voyez, à gauche, je vous ai mis un état qui était très bon. On voit de beaux herbiers dans le fond, on voit des anguilles, on voit des poissons, on voit une eau qui est claire, bien oxygénée, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on a une dégradation du milieu, eh bien, on peut aller jusqu'à ce qu'on qualifie d'un état médiocre, où la plupart du temps, là, vous n'avez plus d'organismes vivants, vous avez une eau qui est très turbide. Donc, vous voyez les différentes étapes. Et, alors, l'homme tend de plus en plus à considérer, hein, la qualité de ces milieux. Je ne vais pas revenir sur, je ne vais pas vous parler des directives européennes, hein, qui sont mises en place, mais on nous oblige, hein, à travers des directives européennes, notamment la directive cadre sur l'eau, à revenir vers un bon état des milieux. Donc, on nous oblige à apporter une gestion optimale à ces milieux pour retrouver une bonne qualité des eaux. C'est ce qu'on appelle les processus de restauration, avec des actions de gestion. Alors, l'objectif pour nous va être de suivre l'évolution de l'état de santé de ces lagunes en utilisant des indicateurs. Et les indicateurs que l'on va utiliser, eh bien, ça va être les organismes vivants. Et on va essayer de déterminer donc les causes des dégradations, de fournir des diagnostics et de donner des traitements. On va jouer un petit peu au docteur, mais avec les milieux lagunaires. Alors, on va utiliser donc des indicateurs. Ces indicateurs pourront être, dans un premier temps, ce qu'on appelle des indicateurs physico-chimiques. Eh bien, on va pouvoir mesurer directement dans l'eau, eh bien, par exemple, les polluants. Donc là, on va avoir une information. Je prends un polluant métallique, hein, par exemple le mercure. On peut faire une analyse de mercure directement dans l'eau. On va avoir une information de la quantité de mercure que l'on a, mais à un instant T. C'est toute la difficulté.
Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'état de santé dans sa globalité, parce qu'à un moment, vous avez bien compris, on peut avoir des teneurs en mercure très importantes dans une lagune, il suffit qu'il pleuve, l'eau est dégagée, et 2 heures après, on refait la même mesure, et on n'a plus du tout de mercure dans l'eau. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser des organismes qui, eux, vont intégrer sur le long terme les différents niveaux de pollution qu'ils auront subis. Donc on parle alors de bioindicateurs. Et on va mesurer l'état de santé de ces organismes et qui vont intégrer l'ensemble des pollutions dans le temps. Et en fonction, eh bien, si les organismes dans les lagunes sont en bonne santé, eh bien, on dira que l'écosystème est en bonne santé. Et on va, nous, plus particulièrement, s'intéresser aux végétaux de ces lagunes. Alors, vous allez voir pourquoi, et notamment les végétaux aquatiques qui sont dans l'eau. Alors, 2 grands types de végétaux que je vais vous détailler. Les macrophytes, eh bien, qui sont ces grands herbiers que l'on va retrouver au fond de l'eau, et les microphytes, eh bien, qui sont les microalgues que l'on va retrouver dans la colonne d'eau. Donc, on va aller voir l'état de santé de ces organismes pour voir si eh bien, ces organismes sont en bonne santé. On aura une indication sur l'état de santé de la lagune. Alors, pourquoi les végétaux? Les végétaux ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Ce sont eux qui vont faire la photosynthèse, qui vont produire la matière en premier. Toute modification au niveau des végétaux eh bien, entraînera une modification au niveau de la chaîne alimentaire. Voilà. C'est pour cette raison qu'on s'intéresse aux végétaux, parce que dès qu'on aura une modification à leur niveau, eh bien, on saura qu'il y aura forcément une perturbation sur toute la chaîne alimentaire présente dans les lagunes. Alors, tout d'abord, les macrophytes, on va s'intéresser à ce qu'il y a au fond de ces lagunes. Alors, au fond de ces lagunes, on va avoir des macrophytes. Alors, au niveau des macrophytes, on va trouver 2 grands types. Des macroalgues, donc les algues qu'on peut retrouver aussi lorsqu'on se baigne dans la mer, sur les rochers. Eh bien, on en a aussi au niveau des milieux lagunaires. Et on a 3 grands types d'algues, de macroalgues. On a tout d'abord des algues brunes. Alors, quand on a des algues brunes dans l'eau, la plupart du temps, c'est un signe de bonne qualité du milieu. Si par contre, on a des algues rouges, eh bien, les algues rouges, si on prélève des algues rouges, eh bien, on sait que c'est un indicateur d'eau qui vont être un petit peu plus turbides. Et si on prélève des algues vertes, je pense que vous avez tous entendu parler des grandes marées vertes de Bretagne, avec ses apports en sels nutritifs très importants, eh bien, on a des marées vertes aussi dans nos lagunes, avec des espèces de grands tapis verts, comme on peut le voir, qui bordaient, il y en a un petit peu moins maintenant, vous allez le voir, mais qui bordaient nos lagunes. Donc, la présence de telle ou telle espèce va nous donner une indication sur la qualité de l'eau. Ça, c'était pour les algues. Et puis, il y a une grande famille qui ne sont pas des algues, qui sont des phanérogames aquatiques, qui sont des plantes à fleurs. On en a beaucoup dans les lagunes, on en a aussi beaucoup en mer. Je pense que vous avez tous vu les herbiers de Posidonie ou des Posidonies quand vous allez à la plage. Vous avez ces espèces de grandes banquettes qui peuvent former des espèces de... sur les plages de l'Ostricogne et de l'Aude, vous avez des épaisseurs très importantes de ces Posidonies. Ce ne sont pas des algues, ce sont vraiment des végétaux qui au départ étaient terrestres. Il y a une reproduction à partir de fleurs, exactement comme les végétaux terrestres. Eh bien, au niveau des milieux lagunaires, on n'a pas de Posidonie. La Posidonie ne supporte pas, dès qu'il y a un petit peu d'eau plus douce, elle ne supporte pas. Donc la Posidonie, qui entoure pratiquement toute la Corse, ne va pas rentrer dans les lagunes. Par contre, dans ces milieux lagunaires, on va retrouver les cousines des Posidonies. Vous voyez, je vous ai montré une photo. Là, on a une eau quand même qui est un petit peu turbide, mais vous voyez qu'au fond, en fait, de ces lagunes, on a un herbier de phanérogames qui va être très développé. Alors, je ne vais pas vous citer, il y a quelques espèces, il n'y en a pas beaucoup, mais ces herbiers, ces phanérogames vont former des herbiers très importants au fond des lagunes et ils vont avoir, ces herbiers, un rôle écologique et économique, merci, vont avoir un rôle écologique et économique très important.
Alors, écologique, eh bien parce que vous le voyez, hein, ça va être, c'est le foin de la prairie, hein. Donc, lorsque vous avez ces herbiers qui se développent au fond des lagunes, eh bien vous aurez à manger pour tous les poissons. Donc, la plupart du temps, on est une lagune qui présente un herbier bien développé. La plupart du temps, c'est une lagune qui est en bonne santé. Donc, elles vont jouer le rôle de frayères, de nurseries. Elles vont fournir de l'oxygène, hein, forcément. Elles vont participer à l'oxygénation de l'eau. La chasse, la pêche, maintien des substrats meubles. Ce sont des espèces, par contre, qui vont être très sensibles aux facteurs environnementaux. Si on a une pollution, les herbiers disparaissent. Donc, vous avez bien compris qu'à un moment, si l'environnement perturbe la qualité du milieu, eh bien, on aura disparition de ces phanérogames. Alors, c'est ça qui va être intéressant, c'est que nous, on va suivre leur présence-absence au niveau des milieux lagunaires, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une indication de la qualité de l'eau. Alors, on revient... Ah non, pardon, j'en ai une autre avant de revenir à Bigoulia. Comment on va étudier ces macrophytes? Alors, en plongée, hein, tout simplement, on va faire des relevés, on a un petit bateau, on fait des relevés en plongée, on peut faire des transects, et puis on observe, est-ce qu'on a des phanérogames, est-ce qu'on a un herbier, est-ce qu'on n'en a pas? On peut faire des relevés ponctuels. Et puis il existe d'autres méthodes, comme par exemple des traitements automatisés, des traitements d'image automatisés, qui permettent, lorsque la transparence de l'eau le permet, parce que dans les milieux lagunaires, ce n'est pas toujours facile, eh bien, d'utiliser du traitement d'image à partir de photographies aériennes. Voilà. Donc, c'est une méthode qui est un petit peu plus précise, plus rapide que de faire le tour des étangs à la palme. Hein. Mais voilà, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, il n'y avait pas forcément toute la technologie. Donc, les données, en tous les cas, en apnée et en plongée sous-marine, sont très précieuses quand même. Voilà. Alors, on revient sur Bigoulia. Et on va voir justement l'évolution de ces macrophytes sur Bigoulia. Et je suis allée rechercher les anciennes cartographies, les anciennes données disponibles sur cet étang. Et je suis remontée jusqu'aux années 72-73, où là, on avait une chercheure de Montpellier, Marie-Luce de Casabianca, qui a réalisé les premières cartographies des étangs, de tous les étangs de Corse, et ce sont des données qui sont très précieuses, parce qu'on a la cartographie de 72-73 de tous les étangs. Alors vous pouvez le voir, hein, donc ce sont des données, eh bien, elle a fait le tour à la palme, hein, et elle a fait des relevés, et puis vous pouvez voir donc sur la carte de droite, voilà, et bien qu'en fait, la lagune de Bigoulia a été remplie d'herbiers de phanérogames. Donc on avait un état qui était effectivement très très bon. On avait 84% de l'étang qui était recouvert par des herbiers. Elle a signalé déjà à cette époque la présence de quelques algues vertes, notamment des ulves, hein, qui témoignent eh bien, forcément d'un apport quand même important en sels nutritifs. Voilà. Mais là, on pouvait dire que la qualité de l'eau était forcément très bonne au niveau de l'étang de Bigoulia au début des années 70. Ensuite, on a une deuxième personne, Guy-François Frisoni, qui, peut-être que vous en avez entendu parler, qui a beaucoup travaillé sur les milieux lagunaires. Donc là, ça nous fait une deuxième série d'informations très, très précieuses. Et Guy-François Frisoni a réalisé donc une cartographie de l'étang de Bigoulia dans les années 91. Et vous pouvez voir que là, l'étang était recouvert plus que de 51% d'herbiers. Donc on est passé de 84% d'herbiers dans les années 70 à 54% d'herbiers dans les années 90. Et là, Guy-François avait fait état de surfaces très importantes d'ulves. On avait des tapis d'ulves qui bordaient l'étang comme ça et qui étaient beaucoup plus importants. D'ailleurs, vous voyez, c'est les zones très très sombres sur la carte. On a des tapis d'ulves très importants à cette époque. Et puis ensuite, à la fin des années 90, je suis allée faire le tour de ces étangs. Et je me suis aussi intéressée à la cartographie de ces étangs du littoral. Donc en 1999, donc voilà, j'avais réalisé les cartographies de ces étangs grâce à la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure à partir de photographies aériennes. Et là,
sur l'étang de Bigouille, on n'a plus que 13% de cet étang qui est couvert par des herbiers. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que depuis les années 70, on a une dégradation très importante de la qualité de l'eau. Des ulves en grande quantité et présence d'algues rouges, qui, je vous l'avais présenté tout à l'heure, et témoignaient d'une turbidité très importante de l'eau. Voilà. Donc là, on est là au niveau des années 2000, où on a un état catastrophique de cet étang. Et ensuite, dans les années 2010, donc là, c'est vraiment quelque chose, c'est des travaux qui ont été faits très récemment, c'est la réserve naturelle de l'étang de Bigouille qui a réalisé une nouvelle cartographie. Et cette nouvelle cartographie témoigne d'une reconquête des herbiers avec 62%. Donc on peut dire qu'en 10 ans, on a une qualité de l'eau qui a été améliorée. Alors on va voir, je vais vous en parler tout à l'heure, on va voir un petit peu les raisons. Pourquoi à un moment il y a une reconquête de la qualité du milieu, une reconquête de ces herbiers qui témoignent d'une qualité de l'eau qui s'améliore. Alors je vous ai fait une petite synthèse. Voilà, on s'est intéressé aux macrophytes des années 73 aux années 2010. Donc la question qu'on se pose, c'est déjà pourquoi on a eu une dégradation, pourquoi on a un début de restauration, parce qu'on peut parler quand même de restauration, et qu'est-ce qui va se passer dans les années 2020, vers quoi on va pouvoir tendre. C'est un petit peu ça aussi nos questions. Donc, dégradation de la lagune vers une restauration de l'écosystème. Est-ce que dans 2-3 ans, on ne va pas se retrouver à nouveau à avoir une qualité qui va diminuer ? Donc voilà, on a voulu aller un petit peu plus loin face à ce constat et on a voulu voir un petit peu comment fonctionnait un petit peu plus cette lagune. Donc on a été recherché vers un autre bioindicateur qui pouvait nous apporter des réponses intéressantes. Et on a été voir les microalgues. Ces microalgues peuvent être aussi des bioindicateurs importants de la qualité de l'eau. Alors ces microalgues, c'est ce qu'on appelle le phytoplancton. Importance et nécessité d'étudier ces organismes, petits par leur taille, mais grands par leur rôle. Et on va rentrer dans ce magnifique monde microscopique que l'on a dans toutes les mers et les océans du monde. Il faut savoir que ces microalgues constituent la principale production primaire, la principale production, je dirais, de végétaux de tous les océans de la planète. Et quand on sait qu'on a 2/3 de la planète couverte par des océans, ce sont ces micro-organismes qui participent à toute la chaîne alimentaire de tous nos océans. Voilà. Donc, petits par leur taille, grands par leur rôle. Alors, petits par leur taille, je vous ai mis une tête un petit clou pour vous donner un petit peu une idée de leur taille. On les observe, vous allez le voir au microscope. Quand vous allez à la plage, que vous vous baignez, vous en avez forcément de partout. Quand vous buvez la tasse, vous en avez tous mangé certainement. Voilà, on en a. Il y a une quantité quand même relativement importante dans tous ces océans et dans toutes les mers, les lagunes et les eaux douces, bien évidemment. Alors, ces microalgues constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire aquatique, c'est ce que je vous disais. Production primaire océanique réalisée par les microalgues. On va avoir au niveau de ces microalgues une diversité exceptionnelle. Il y a encore des espèces qui n'ont pas été identifiées, qui restent encore à identifier. Donc une diversité exceptionnelle. Il faut savoir que ces microalgues étaient les premiers végétaux qui se sont formés à la surface de la Terre. Et c'est à partir de ces algues, de ces organismes qui sont unicellulaires, qu'on a eu l'évolution de tous les autres végétaux jusqu'aux arbres que l'on a maintenant sur la Terre. Donc, premiers végétaux qui sont apparus à la surface de la Terre, au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours présents. Voilà, donc vous pouvez vous imaginer la diversité que l'on peut avoir parce qu'ils ont dû s'adapter à des contraintes environnementales très importantes. Donc, on les retrouve de partout, cycle de vie très court. En 2 heures, on peut avoir une production de phytoplancton. Ça se divise, c'est une cellule qui va se diviser en 2 pour donner 2 cellules filles. Donc, ça peut se faire en 1 heure, en 1 demi-heure. Dépend des conditions du milieu, bien évidemment. Quand il fait chaud, quand la salinité varie, vous allez avoir des espèces qui vont préférer les eaux douces.
Vous allez avoir des espèces qui vont préférer les eaux marines. Eh bien, quand on se retrouve dans une lagune où on a continuellement une alternance entre la mer et l'eau douce, eh bien, on va avoir une diversité exceptionnelle de ces microalgues. Alors, quelques particularités sur ces microalgues. Diversité très importante au niveau des espèces. Donc, à certains moments, on va avoir des conditions qui vont être favorables pour 1, 2, 3 espèces. Lorsque ces conditions sont favorables, par exemple, pour une espèce, eh bien, cette espèce, elle va pouvoir se développer et se reproduire très rapidement. Et on va avoir ce que l'on appelle un bloom phytoplanctonique. Ce bloom phytoplanctonique va pouvoir se développer avec une telle quantité que ça va pouvoir colorer l'eau. Là, vous voyez des eaux vertes, là, vous voyez des eaux rouges. Ça, c'est une photo qui est prise dans le canal du Fossonne. Voilà. On a une espèce qui a eu des conditions favorables à un moment, elle s'est multipliée et elle a produit, elle s'est tellement multipliée, je vous rappelle que ce sont des organismes unicellulaires, elles se sont tellement multipliées qu'elles en ont coloré l'eau. Quand vous prenez un verre, vous avez l'eau qui est rose. Hein. Donc vous pouvez vous imaginer la quantité en termes de biomasse, même si elles sont toutes petites, elles peuvent produire des biomasses très importantes. Donc ça, quand on a ce phénomène-là, avec une espèce qui va se développer et une espèce qui va produire des quantités très importantes en biomasse, ça va pouvoir avoir des conséquences écologiques et économiques très importantes. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, quand vous n'avez qu'une seule espèce de phytoplancton qui se développe, celui qui mange le phytoplancton, c'est le zooplancton. Dans le zooplancton, on a une diversité exceptionnelle, mais le zooplancton, lui, va vouloir manger à chaque fois son bon phytoplancton. Quand il n'y a qu'une seule espèce de phytoplancton qui se développe, on va avoir qu'une seule espèce de zooplancton qui va pouvoir la manger. Et quand on n'a plus qu'une espèce de zooplancton, eh bien derrière, on n'a pratiquement pas de poissons qui vont pouvoir se nourrir. Donc, on dit que ça va amoindrir eh bien, l'efficacité de la chaîne alimentaire. Ensuite, la plupart du temps, lorsque vous avez ces quantités de végétaux qui se développent, alors ça se développe, ça se développe, ça se développe. Alors la plupart du temps, si on a suffisamment de prédateurs, si on a suffisamment de zooplancton pour la manger, tout va bien. Mais la plupart du temps, ça se multiplie tellement qu'on va avoir de grandes quantités de biomasse dans le milieu qui ne pourront pas se dégrader. Donc on va avoir de la matière organique qui va se produire, qui va rester sur place et qui va se dégrader, qui va commencer à sentir mauvais parce qu'avec la chaleur, la température, et c'est pour ça que vous avez les odeurs nauséabondes lorsqu'on passe à proximité des étangs, parce que vous avez partiellement des petites zones comme ça où vous allez avoir une production très importante de phytoplancton. Si elle n'est pas dégradée, eh bien, elle va s'accumuler et elle va avoir des odeurs très importantes. Donc vous allez avoir... Si je vous donne un petit peu, quand on a beaucoup de matière qui se développe dans un milieu, on a des bactéries aussi qui vont dégrader cette matière. Et ces bactéries, pour dégrader toute cette matière, elles vont consommer beaucoup d'oxygène dans l'eau. Alors quand on a beaucoup de matière, les bactéries, elles vont être contentes, elles vont essayer de développer et de dégrader cette matière, sauf qu'elles vont consommer tout l'oxygène. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve à avoir un milieu où on a de la matière qui pourrit et plus d'oxygène. Quand on est dans ce cadre-là, on n'a plus de poissons qui circulent et tout est mort. Il n'y a plus de vie. Donc, c'est des choses qui se passent assez régulièrement dans les milieux lagunaires. Je vous l'expliquerai, ça a été le cas en 2007. L'été 2007, il y a eu ce phénomène qui s'est produit et on avait des poissons morts de partout à la surface de l'eau, pratiquement à l'échelle de la lagune. Voilà. Alors, il y a une autre chose aussi qui est importante avec ce phytoplancton, et je pense que ça vous parlera. Vous savez que toutes les huîtres et les moules, ce sont des filtreurs. Ce sont des filtreurs d'espèces de phytoplancton. Eh bien, il faut savoir qu'il y a certaines espèces de phytoplancton qui vont produire des toxines. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Eh bien, si vous êtes malade un jour à la suite de consommation d'huîtres ou de moules, eh bien, c'est à cause du phytoplancton. C'est parce que dans la lagune, il y aura eu le développement d'une espèce de phytoplancton qui était une espèce toxique. Alors, tout le phytoplancton n'est pas toxique, mais il y a certaines espèces qui vont produire une toxine qui peut être même mortelle pour l'homme. On n'a pas que des gastro-entérites. Il peut y avoir même une intoxication qui peut être mortelle. Et ça, c'est encore à cause du phytoplancton.
hein, et là je fais le lien avec l'étang de Diane, hein, où vous avez une aquaculture très développée, eh bien ces espèces de phytoplancton, toxiques, sont suivies régulièrement dans cette lagune pour qu'on puisse consommer tranquillement les huîtres et les moules produites au niveau de l'étang de Diane. Alors, on va aller un petit peu plus loin, comme je vous ai présenté les macrophytes. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ces microphytes? Alors, quelques photos pour que vous puissiez un petit peu les voir. On a ce qu'on appelle des diatomées. Alors, ces diatomées vont avoir une paroi siliceuse. Je vous rappelle, c'est une cellule, hein, cet organisme, hein, une cellule. Hein. Et ils vont être entourés par une paroi siliceuse. Ben, peut-être que vous avez entendu parler des carrières de diatomites. Les carrières de diatomites ont été formées par la sédimentation dans l'eau, tout simplement, de ces diatomées. Hein. Donc, les diatomées, en milieu marin, on en a pratiquement 50% du phytoplancton, c'est des diatomées. Sensibles aux pollutions, et la plupart du temps, par contre, quand on a des diatomées, on a une bonne qualité de l'eau. Ensuite, on a les dinophycées. Ces dinophycées, certaines de ces espèces vont être toxiques. Donc, on va avoir, et ce sont ces espèces-là qui vont être responsables des eaux colorées. Hein. C'est ce qu'on a justement, c'est ce qu'on a eu justement sur l'étang de Bigoulia. Et puis ensuite, il y a toute la grande série des cyanobactéries, hein, qui font de la photosynthèse. Hein, donc, c'est pour ça en fait qu'on les met dans le phytoplancton, même si ce sont des bactéries. Et la plupart du temps, lorsqu'on a des cyanobactéries dans le milieu, c'est qu'on a une très mauvaise qualité de l'eau. Voilà. Donc, vous voyez, on va observer ces organismes qui va aussi nous permettre d'apprécier la qualité des étangs. Alors, comment on les prélève? On va les prélever grâce à un filet qui a une toute petite maille, hein, fine, et on va en fait concentrer une très grande quantité d'eau à l'intérieur d'un petit flacon là, voilà, de 100 millilitres. On ramène ça au laboratoire et on fait une observation en microscopie. Alors, je vous ai mis un petit peu l'historique là des microscopes avec les vieux microscopes, parce qu'il y a une centaine, 150 ans, on commençait déjà à s'intéresser à ces micro-organismes avec les vieux microscopes. Et puis, au fur et à mesure, la technologie a fait que maintenant, on dispose de microscopes électroniques à balayage. Vous avez une photo en bas où vous avez une espèce qui est amphora. Au début, on dessinait la forme de cette espèce. Puis ensuite, on a pu l'observer en microscopie optique au milieu, où on voit très bien son chloroplaste en vert. Et puis ensuite, on a des technologies avec les microscopes électroniques à balayage qui vous permettent d'avoir des prises de vue de ces espèces de manière très poussée. Alors, c'est ce qui a été intéressant, c'est que l'avancée de la technologie a fait qu'à un moment, on a fait une avancée aussi dans la détermination de ces différentes espèces. Et je vous dis, à l'heure actuelle encore, il existe des espèces qui ne sont pas encore connues, des espèces de phytoplancton qui ne sont pas encore connues. Alors voilà, je suis repartie dans l'historique et heureusement qu'il y avait des gens qui ont travaillé justement sur ces espèces de phytoplancton. Alors je suis remontée jusqu'en 1984, voilà, avec Guy François qui en premier s'est intéressé au phytoplancton de l'étang de Bigoulia et qui a observé, donc les premières observations, et qui a observé des biomasses quand même assez importante dans l'étang de Bigoulia. Donc, vous voyez, on était dans les années... les premières cartographies, les avait faites en 91, Guy François, et là, on est 84. On commence à avoir une qualité de l'eau qui est moyenne. Et puis ensuite, en 2003, on a retrouvé des suivis qui avaient été réalisés par l'Ifremer. Donc là, on est sur la zone rouge. Vous vous rappelez tout à l'heure, 1999. Bien, effectivement, on a des biomasses très importantes. On a un état de santé qui est très mauvais au niveau de cet étang. 2007, c'est ce que je vous disais. 2007, il y a eu une catastrophe sur tout l'étang, sur l'été 2007. On a eu ce qu'on appelle une crise dystrophique, avec une mortalité de tous les poissons. On a l'eau qui a eu des diminutions en oxygène, qui ont des diminutions très importantes, avec la présence d'une cyanobactérie, qui était une cyanobactérie toxique, qui a complètement tué tous les organismes de l'étang de Bigoulia. Donc là, forcément, on était dans un état très médiocre. Et puis nous, on est arrivé, donc de par une collaboration entre l'université et la réserve de l'étang de Bigoulia, on a fait des suivis
assez poussée entre 2010 et 2014. Et on a étudié de manière plus poussée l'ensemble des micro-organismes qui sont dans la réserve et surtout leur évolution. Et alors, ça a duré 4 ans, donc je ne vais pas vous donner, je vous donne que la synthèse, la synthèse et le détail. Alors, vous voyez en haut, on retrouve sur le haut de l'écran, vous avez l'étang de Bigoulia, avec le gros situé à gauche et la zone confinée située à droite. Et on a étudié, donc vous avez une étude qui a été faite sur les 3 saisons, alors le printemps, l'été, l'automne et hiver. Donc vous retrouvez sur la gauche, on est près du gros, avec la communication avec la mer, et sur la droite, on est dans le fond de la cuvette, au niveau du sud de l'étang. Alors qu'est-ce qui se passe au printemps ? Au printemps, on va avoir la marée qui va monter, un ruissellement important, je vous rappelle qu'il y a le Bevinco qui arrive de manière très importante au nord de l'étang. On va avoir du vent, on va avoir des pluies, on va avoir un tout petit peu d'évaporation. Et là, la plupart du temps, eh bien, au printemps, on va retrouver surtout des diatomées, signes de bonne qualité de l'eau, et on va retrouver des dinophycées sur tout l'étang, signe d'une bonne qualité quand même de l'eau. Par contre, en été, qu'est-ce qui se passe en été ? En été, la plupart du temps, vous avez une évaporation très importante de l'eau. Je vous rappelle que c'est une lagune qui fait 1,5 m de profondeur. Quand l'eau arrive à 35-40 sur le bord de cette lagune, il y a une évaporation très importante. Donc une évaporation importante, très peu de ruissellement, très peu de précipitations. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe des cyanobactéries qui apparaissent. Et ça, c'est en été. Par contre, en automne et en hiver, on a à nouveau le ruissellement, les précipitations, le vent. On a une circulation de l'eau à nouveau qui va se remettre en route. Et on va avoir à nouveau des diatomées, des dinophycées qui apparaissent. Alors, c'est ce qui a été intéressant au travers de cette étude, c'est que depuis tout à l'heure, je vous dis, on a un bon état, un mauvais état, un bon état, un mauvais état. Bon, la plupart du temps, c'était des observations, ces anciennes données, c'était des observations qui se faisaient l'été. Quand on avait les gens qui venaient du continent, les chercheurs qui venaient du continent, ils faisaient plutôt les observations l'été. Là, ce que l'on a mis, nous, en évidence, c'est qu'en fait, on a un cycle. On a véritablement un cycle. Et que souvent, voilà, les mauvaises conditions de milieu, on les voit apparaître en été, mais que l'hiver, l'étang, il peut complètement se remettre dans son bon état. Voilà. Donc ça, c'était une information très importante au niveau, en tous les cas, des données sur le phytoplancton. Ce n'est pas forcément le cas, puisque quand une espèce, elle disparaît, quand une espèce d'herbier disparaît, elle disparaît aussi bien l'été que l'hiver. Donc ça, c'est plus des observations qui nous ont permis d'apprécier un petit peu mieux le fonctionnement de l'étang, mais sur un cycle annuel. Alors, je refais un petit peu le point, comme tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez qu'autour des années 2000-2007, 2007 a été l'apothéose, avec une crise dystrophique majeure. Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que l'eau était véritablement médiocre. Et puis, depuis les années 2010-2014, on a quand même quelque chose qui revient vers un état moyen. Donc, dégradation de la lagune. Est-ce qu'on va vers une restauration ? On a pu mettre en évidence qu'il y avait une différence en fonction des saisons et des zones, les causes, le traitement, et notamment quelle gestion a été réalisée et qu'est-ce qu'il faut continuer à poursuivre. Alors on va aller un petit peu plus là-dedans, maintenant qu'on a posé le diagnostic. Je reviens sur mon schéma de départ. On connaît bien tous les processus de dégradation. Vous avez vu, je vous les ai expliqués, on les a vus, disparition des herbiers, perturbation, bloom de phytoplancton. Voilà, on connaît bien les processus de dégradation. Par contre, ce que la littérature scientifique connaît moins bien, ce sont les processus de restauration. Et la question qui se pose, c'est que quand on essaie de restaurer un étang, est-ce qu'il va revenir à son état initial ? Je vous ai dit qu'à chaque fois, on avait un équilibre qui allait se faire entre les biocénoses et le biotope. Eh bien, souvent, il est prouvé que l'étang ne revient pas forcément vers son état initial. Il peut revenir vers son état initial, mais il peut revenir vers un nouvel état stable qui pourra être différent du premier, avec d'autres espèces qui vont apparaître. Donc, c'est ça qui nous a un petit peu questionné. Qu'est-ce qu'il faut faire comme action de gestion pour restaurer l'étang ? Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il redevienne comment, notre étang ?
Vers quelle restauration on veut qu'il aille? Est-ce qu'on veut qu'il retourne vers l'état initial? Est-ce qu'on veut qu'il nous fournisse toujours la boutargue, l'aquaculture qu'on peut retrouver au niveau de l'étang de Diane? Ou est-ce que les actions des gestionnaires et de gestion peuvent orienter l'étang pour aller vers un autre état d'équilibre? Peut-être qu'on a envie d'avoir des étangs, je vais aller très loin là, hein, complètement ouverts sur la mer avec des grandes plages. Peut-être que là, on aurait une bonne qualité de l'eau. Mais par contre, eh bien, on orienterait le nouvel état de cet étang vers la constitution de plages et on s'orienterait par exemple vers le tourisme. Qu'est-ce qu'on veut comme état? On veut revenir vers quoi? Et c'est un peu les questions des gestionnaires actuellement. Nous, on a mis en évidence un état très dégradé. Bon, ils s'en sont aperçus quand même depuis un moment. On l'a mis en évidence. Et là, actuellement, on a des discussions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les questions qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour restaurer l'étang? Alors, vous allez voir un peu, parce que forcément, on n'a pas forcément la réponse à la question. Parce que lors de nos observations, ce que l'on a pu voir, donc vous avez compris, l'étang de Bigoulia se restaure. Par contre, on a pu voir apparaître des choses très particulières. Sur l'année 2010, on a vu un bloom de phytoplancton. C'est une nouvelle espèce, alors que je vous nomme, hein, qui s'appelle Prorocentrum minimum. C'est une nouvelle espèce de phytoplancton qui est une espèce invasive. Vous avez tous entendu parler d'espèces invasives végétales terrestres, et bien il en existe aussi au niveau du phytoplancton. C'est une espèce végétale, c'est un phytoplancton qui se développe de plus en plus dans les lagunes. On ne la connaissait pas il y a très longtemps, et c'est une espèce invasive. Et surtout, elle peut être potentiellement toxique. Donc il y a certains endroits dans le monde où il y a une certaine forme de toxicité. Donc une répercussion derrière, par exemple, sur la pêche. Donc on a observé cette espèce sur l'étang. Alors, nous, sur l'étang de Bigoulia, elle n'était pas toxique, hein, mais il y a des formes dans le monde où elles sont toxiques. Aucun des bénéfices pour la chaîne alimentaire, puisqu'en fait, il y a certains zooplanctons qui ne la mangent pas, cette espèce. Donc, durant l'année 2010, on a peut-être eu des chutes de production, par exemple, halieutique. Voilà. Donc, vous voyez qu'on va vers un retour, vers une restauration de l'écosystème. Par contre, on peut avoir des choses qui ne sont pas forcément linéaires. Et puis, depuis quelques années, c'est encore le cas, là je vous ai signalé 2011-2012, mais j'étais la semaine dernière dans l'étang d'Ourbine, je mettais les mains dans l'espèce là de cténophore, Memiopsis leidi. Là aussi, c'est une espèce invasive. C'est une espèce de petite... c'est un cténophore, hein, c'est pas une méduse, hein, voilà. Mais c'est une cousine des méduses. Alors, par contre, c'était à l'étang de Diane. Hein. L'étang de Diane, la semaine dernière, on était rempli. On a fait des prélèvements et j'en avais plein dans les mains. Alors, c'est une nouvelle espèce aussi qui apparaît, qui va être très contraignante parce qu'elle va colmater tous les filets des pêcheurs. On en a depuis 2010, 2011, 2012. Et cette année, je me posais la question, il y en a. Voilà, j'ai eu la réponse cette semaine. Donc, vous voyez là, on va vers une restauration, mais cette restauration, elle n'est pas linéaire. On ne va pas forcément retendre vers l'état initial qu'on avait au début des années 70. Donc, on va vers une restauration, mais vers quelle restauration? On a des espèces invasives, on a quand même une restauration qui se fait en dents de scie. Voilà. Alors, bon, pour les causes, je pense que vous avez tous compris que les causes de la dégradation de l'étang de Bigoulia étaient surtout liées à la pression urbaine hein, et à l'extension de la ville de Bastia. Je vous ai simplement mis en dessous un petit graphe. Hein. La population a été multipliée par 10, pratiquement. Hein, sur le bassin versant de l'étang de Bigoulia. Je vous ai fait le graphe hein, des années 1800 jusqu'aux années 2010. On a une population qui a été multipliée par 10. Donc, qui dit population, dit forcément rejet urbain. Qui dit rejet urbain, souvent maltraité. Eh bien, là, ça arrive directement dans la lagune. Hein. La lagune, elle accumule. Hein. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de possibilité de dilution en mer. Elle garde tout. Elle garde tout et elle accumule dans ses sédiments. Donc, bien évidemment, hein, c'est les causes, hein, c'est l'activité humaine. Je cite le périurbain bastiais, les rejets d'eaux usées maltraités,
J'ai vu des machines à laver dans la lagune de Bigoulia, hein, des machines à laver, des grillages. Il y avait, on parle là souvent des déchets. Je pense que c'est d'actualité, même en mettant la tête dans l'eau de l'étang de Bigoulia. La pression agricole aussi, puisque c'est quand même une zone où il y a une pression agricole, les pesticides, les engrais. La pression industrielle, hein, le dépôt pétrolier, l'aéroport, bon, ce sont forcément toutes ces causes-là qui ont dégradé l'étang de Bigoulia. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va quand même vers une restauration? Alors, restauration de l'étang de Bigoulia. Alors, je pense que vous le savez tous, hein, il y a quand même une politique qui a été mise en place depuis quelques années, une politique environnementale, prise de conscience des populations. En 1988, il y a eu l'acquisition des terrains de la lagune par le Conseil général de Haute-Corse. En 1994, création de la réserve naturelle de l'étang de Bigoulia, qui n'est pas rien, puisqu'on a quand même une réserve là à proximité d'une zone urbaine. Hein. Actuellement, il y a un sage qui est en train de se mettre, il porte bien son nom, il y a un sage qui est en train de se mettre en place au niveau de tout le bassin versant, qui permet de coordonner notamment l'épuration des eaux. Alors c'est un peu lent à se mettre en place, mais ça se met en place. Hein. Il y a un schéma donc d'aménagement et de gestion des eaux, qui vise à améliorer les rejets d'eau usée au niveau du bassin versant. Donc effectivement, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit quand même qu'il y a des actions sur les rejets. Et je pense que certainement la restauration de l'étang est surtout liée à ces actions d'amélioration de rejet des eaux urbaines. Et puis ensuite, il y a d'autres actions qui ont été mises en place, et notamment l'amélioration du flux hydrologique. C'est vraiment quelque chose de particulier au niveau des étangs. Vous avez compris que la lagune de Bigoulia, c'est une zone confinée, très confinée, un gros au nord, une zone confinée. En gros, quand les gestionnaires nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire, moi je leur dis ouvrez les vannes. Hein. Ouvrez les vannes, faites rentrer de l'eau, oxygénez tout ce milieu. Voilà, il faut oxygéner. Donc, ils ont eu des actions beaucoup plus prononcées sur l'ouverture du gros. Il y a une pelle mécanique qui régulièrement nettoie le gros et fait rentrer de l'eau de mer dans cette lagune. Là, on a de l'eau oxygénée qui rentre, effectivement, la qualité du milieu va s'améliorer. Et ils ont, durant l'année 2009, fait une grande opération de curage du canal du Fossonne, qui ne fonctionnait pratiquement plus ces dernières années. Donc le canal du Fossonne, et c'est celui qui est pratiquement sur la zone sud, et qui a permis de faire rentrer de l'eau douce dans la lagune. Alors, ça a été très bénéfique parce que ça a permis justement une circulation de l'eau. Par contre, qui dit apport en eau douce, comme j'en parlais tout à l'heure en aparté, depuis 2009, il y a eu des apparitions, et quand je dis apparitions, c'est des pullulations de carpes à l'intérieur de l'étang. Donc on a des carpes qui se sont développées. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on a apporté beaucoup d'eau douce. Cette eau douce, certes, a oxygéné le milieu, donc on a une qualité de l'eau qui est meilleure. Par contre, on a beaucoup d'eau douce, apparition de carpes. Là, les pêcheurs, ils n'étaient pas du tout contents. Parce que les carpes, ça mange une grosse partie des autres poissons. Et puis, au niveau économique local, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, vous voyez qu'on restaure le milieu, mais vers quoi on veut le restaurer? On apporte de l'eau douce, on change l'écosystème. On a des répercussions aussi sur la partie économique. Voilà. Nous, ils nous ont demandé, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas de carpes. Je leur dis, si vous ne voulez pas de carpe, vous réouvrez le gros et vous faites rentrer de l'eau de mer. S'il y a de l'eau de mer qui rentre, si vous avez une bonne gestion de l'hydrologie de la lagune, vous aurez une qualité de l'eau qui va s'améliorer. Bien évidemment, en contrepartie, des assainissements au niveau du bassin versant. Et ça permettra d'obtenir une bonne circulation de l'eau et donc une bonne qualité de l'eau. Voilà. Donc vous voyez qu'on a des essais comme ça qui ont été faits, qui vont vers une bonne restauration, mais que cette restauration, elle est là avec des espèces invasives qui apparaissent. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit poursuivre maintenant? Et qu'est-ce qu'on veut pour la lagune de Bigoulia? On veut qu'elle serve à la pêche? On veut qu'elle serve au tourisme? On veut qu'elle serve à quoi? Et la gestion et les scientifiques sont là pour essayer, les gestionnaires et les scientifiques sont là pour essayer de tendre et savoir qu'est-ce qu'on veut pour cette lagune. Voilà.
Voilà les questions. Et voilà, je réponds à la question, à quoi servent les données scientifiques pour la préservation des lagunes? Eh bien, elles servent à toutes ces discussions-là. Qu'est-ce qu'on veut pour nos lagunes? On veut les restaurer, elles se restaurent. Et qu'est-ce qu'on veut comme service écosystémique? Est-ce qu'on veut revenir à un état initial? Est-ce qu'on veut modifier cet état initial? Aller vers un nouvel équilibre? Les gestionnaires peuvent le faire. Bon, après, ça dépend plus de nous, hein. Alors, les données scientifiques confirment que les actions de protection et de gestion commencent à être efficaces sur la lagune de Bigoulia, mais les efforts, bien évidemment, pour protéger et gérer la lagune de Bigoulia doivent forcément se poursuivre. Pourquoi? Parce que on a toujours quand même une activité humaine qui est grandissante sur cette zone, il y a une pression très très importante. Et surtout, c'est la restauration des écosystèmes, comme vous avez pu le voir, elle est encore méconnue. Et elle peut parfois réserver de mauvaises surprises avec l'invasion d'espèces invasives dans le milieu. Voilà. Alors, juste, mais c'est des diapos de conclusion, là, hein. Donc, c'est un système socio-écologique complexe, hein. C'est des termes un petit peu nouveaux qui sont utilisés actuellement. Poursuivre les actions de protection et de gestion du bassin versant de la lagune, poursuivre, bien évidemment, l'observation de la qualité de l'eau de cette lagune, avoir une bonne connaissance du fonctionnement et de l'évolution de cet écosystème. Voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi pouvoir apporter. En vous remerciant. Merci Vanina, on y voit beaucoup plus clair maintenant dans les lagunes. Par rapport aux espèces invasives dont vous parliez, est-ce qu'on ne peut que les constater et on ne peut jamais être, je veux dire, préventif, enfin, une action préventive? Préventif, c'est pas évident. Pour l'instant, on fait que constater. Quand on a une espèce qui apparaît dans le milieu, c'est très difficile d'aller et puis de la retirer. Oui, là, pour l'instant, on fait que constater. C'est des constats qui sont faits. Les pêcheurs nous ont souvent posé la question, mais c'est en plus à l'échelle mondiale, hein. Quand je vous ai parlé de Prorocentrum minimum ou de Mémiopsis leidi, c'est vraiment des observations qui sont faites à l'échelle mondiale. La seule solution que l'on a maintenant, c'est d'ouvrir les vannes. C'est d'ouvrir et de faire rentrer de l'eau de mer et de faire rentrer et de faire sortir de l'eau douce. Voilà. C'est la seule possibilité, c'est d'aérer le milieu et de renouveler cette eau. Mais non, il n'y a pas pour l'instant. Que curatif, quoi. Non, non. Vanina, j'ai une question du coup. On parle beaucoup des microplastiques en milieu marin. Et justement, est-ce que dans les lagunes, il y a des recherches, je crois que tu travailles aussi dessus, sur cette problématique des microplastiques? Et est-ce que ça a peut-être une corrélation avec les espèces invasives qu'on a retrouvées ou pas du tout? Je ne sais pas. C'est une question ouverte. Alors oui, c'est une question ouverte. On a débuté la semaine dernière, j'étais dans les lagunes, justement dans la lagune de Diane, pour aller récupérer des macros et des microplastiques. Donc c'est une étude justement parce qu'on s'intéresse justement à ces macroplastiques. Alors à l'échelle mondiale, c'est bien connu, hein. Vous avez peut-être entendu parler de la mission Tara Océan. La mission Tara Océan avait une vision, c'est un grand bateau qui a fait le tour du monde et qui étudiait notamment le phyto et le zooplancton. Et il avait une autre mission qui était de quantifier les déchets plastiques flottants à la surface de l'eau. Et ils se sont aperçus qu'à l'échelle des océans, on avait énormément d'espèces invasives qui véhiculaient au gré des courants et qui venaient se déposer en fait sur les déchets plastiques et qui se déplaçaient en fait comme ça via les déchets plastiques. Donc la dissémination en fait des espèces dont je vous ai parlé, une partie pourrait se faire par l'intermédiaire des déchets plastiques. Alors effectivement, donc c'est une étude nous qu'on a en collaboration avec l'Ifremer, hein, qui travaille beaucoup sur les déchets. C'est une étude que l'on fait. On va dans les lagunes là maintenant, on récupère, on n'a pas trop de mal, hein, des gros plastiques, des bouteilles d'eau, voilà, on récupère des déchets plastiques et on étudie justement les différentes espèces qui se forment sur ces déchets plastiques. On essaye de voir justement, ça revient un petit peu à la question que vous aviez posée, est-ce que sur ces déchets plastiques, est-ce que ce sont déjà des déchets plastiques qui viennent de la mer? Est-ce que ce sont déjà des déchets plastiques qui viennent du bassin versant? Est-ce que sur ces déchets plastiques, on va retrouver des espèces qui proviennent de la mer ou qui proviennent de l'eau? Est-ce que ça pourrait peut-être un petit peu répondre, si on n'avait plus de déchets plastiques dans les lagunes, peut-être que ces espèces ne pourraient pas se poser et puis partiraient. Voilà, ça rejoint un petit peu la question que vous avez posée.
On a actuellement des recherches sur l'origine des déchets dans les étangs. Alors on fait le parallèle, on a l'étang de Diane, l'étang de Bigouille et un des étangs palavasiens pour avoir un étang bien anthropisé. Voilà, donc on commence maintenant. On va suivre, on va faire un cycle annuel pour voir les différentes espèces de micro-benthos qui se développent sur ces déchets plastiques dans les lagunes, notamment par rapport aux espèces invasives. Moi, j'ai une question d'ordre un tout petit peu plus philosophique que scientifique. En fait, je voulais savoir, on parle de réserve naturelle, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une réserve économique? Puisque en contrôlant l'ouverture du gros pour la salinité, en draguant les apports d'eau douce, est-ce qu'on n'essaie pas de maintenir un milieu qui soit efficace au niveau économique plus qu'écologique? Puisque les seuls témoins sont économiques, la pêche, justement l'apport des effluents. Alors, en milieu littoral, on parle souvent de conflit d'intérêts. Là, on est en plein là-dedans, parce qu'il y a différents acteurs locaux sur cette lagune. Il y a des gestionnaires qui, eux, ont un objectif, c'est de préservation de l'environnement et d'amélioration de la qualité de l'eau. Mais tu as les pêcheurs qui ne sont pas les gestionnaires, qui vivent de cet étang et qui, eux, pêcheurs, voudraient que la lagune soit gérée pour améliorer la production de poissons. Mais là, tu te retrouves à avoir deux acteurs sur le même territoire qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et forcément, ça apporte des conflits. Et il y en a. Et il y a des conflits. Donc, conflit d'intérêts, non, parce que les gestionnaires veulent améliorer la qualité. D'accord ? Donc, à un moment, je prends l'exemple, en été, le gros se referme. Alors, les pêcheurs sont contents que le gros se referme parce que comme ça, les poissons restent à l'intérieur. Mais quand le gros est fermé, il n'y a pas de circulation d'eau. Par contre, les gestionnaires, quand le gros est fermé en plein été, ça veut dire qu'on peut avoir un développement de cyanobactéries et ça peut aller jusqu'à des crises dystrophiques comme ils ont vu en 2007. Donc, ils n'écoutent plus les pêcheurs au bout d'un moment. Ils n'écoutent plus l'intérêt économique. Ils vont écouter, je dirais, la qualité de l'eau, ils vont aller en plein été et ils vont ouvrir le gros. Tu vois ? Plein dans le développement durable. Tout à fait. Quand je parle, il y a du conflit, mais ils ont quand même un accord et tant qu'ils peuvent servir effectivement les pêcheurs. Mais c'est le rôle, cette lagune de Bigouille, elle a ce rôle depuis 300 ans. Voilà. 300 ans, je crois que je pense qu'à un moment, on ne peut pas arriver et dire on prend une réserve et maintenant on n'en fait qu'une réserve et on la met sous cloche. Je crois que voilà, on est en plein dans le développement durable et on prend la réserve des Bouches de Bonifacio, les pêcheurs sont en plein dedans. Je prends la réserve de Bigouille. Il y a une collaboration qui se fait avec les pêcheurs. Bon, des fois, c'est un peu tendu. C'est pas avec nous, parce que nous, scientifiques, on est plus en retrait. Mais c'est tendu quand même, des fois. Et même au-delà de la pression par les pêcheurs, plus sur l'aspect vraiment l'ouverture du gros, le dragage des effluents, est-ce que finalement, c'est pas contre-écologique? Parce que l'écologie, au sens protection de l'environnement, puisque l'homme ne doit pas impacter sur son environnement. Oui, mais il est tellement impacté par le bassin versant que là, si tu fais rien... Voilà, justement, est-ce que le travail ne serait pas plus sur l'effluent que sur la gestion de cet écosystème? Eh bien, les deux. Je te répondrai les deux. C'est ce que j'ai dit. Il y a d'un côté un travail qui doit se faire sur l'amélioration des effluents. Alors, il y a le SAGE qui est mis en place, les communes y font aussi beaucoup. Mais bon, il y a un développement urbain qui est tellement important là, sur Borgo, Bigouille et Luciane qu'à un moment, il faut les deux. Ça, c'est sûr. Il faut les deux. Il faut ouvrir et améliorer la circulation tant qu'à un moment, ce n'est pas réglé en amont. Mais bon, réglé en amont, ça va s'améliorer. Tu auras quand même toujours des effluents. Alors, un exemple, sur les étangs palavasiens, alors toute la ville, il y a quand même la ville de Montpellier au-dessus. Avant, la station d'épuration de la ville de Montpellier se rejetait juste au-dessus de l'étang. Juste au-dessus de l'étang. Ils ont fait un ouvrage il y a une dizaine d'années, 2005, en 2005, ils ont dévié en fait l'embouchure de la station d'épuration pour contourner les étangs et ils ont mis un débouché directement en mer. Alors j'ai des collègues là sur Montpellier qui suivent justement la restauration des étangs et on voit qu'il y a une restauration extraordinaire des étangs palavasiens du fait de cette station d'épuration qui a été détournée. Voilà. Donc tu vois, il y a des choses qui peuvent quand même se faire.
Ça, c'est un exemple sur Montpellier, c'est vraiment un exemple qui est vraiment remarquable. Par contre, mes collègues sur Montpellier, ils s'aperçoivent de trajectoires de restauration des étangs qui sont... on ne retourne pas vers un état initial. Hein. Voilà. On ne retourne pas vers un état initial. Marie-Françoise? Ces espèces que tu as citées tout à l'heure, les espèces invasives dans les étangs de Diane, si elles avaient un impact sur l'aquaculture des huîtres essentiellement. Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Non, Mémiopsis, non. À part pour l'instant, je sais que ça colmate les filets. Ouais, ça, c'est embêtant parce que dans les lanternes et tout ça, ça les ennuie. Mais... Ah ouais, mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Tu ramasses, tu en as plein les mains. Hein. C'est comme des... C'est comme de la gélatine. C'est de la gélatine, voilà, ça. ça tombe. Ça, c'est terrible. Bon. Moi, j'avais une question plutôt d'ordre d'urbanisme. Est-ce on peut jouer, bien entendu, sur la qualité des assainissements? Je suppose qu'autour de la lagune, ça doit être des assainissements individuels qui sont en place. Et la deuxième, c'est savoir si c'est directement, les effluents arrivent directement de la lagune, des maisons autour de l'étang, ou alors est-ce qu'il y a une, comment dirais-je, un lessivage qui arrive de beaucoup plus haut, et à ce moment-là, la problématique est plus vaste. Alors le lessivage, il arrive de beaucoup plus haut parce que le bassin versant, il est grand. Hein, et bon, alors c'est particulier parce que le golo, il n'arrive pas directement dans la lagune. Hein. Il peut y avoir un petit impact, mais pas forcément beaucoup. Par contre, c'est surtout les communes de Bigoul, il y a Borgo, Bigoul, il y a Luciana et Furiani. Hein, c'est les 4 communes qui sont sur la lagune. Alors, je ne sais pas si on a... je ne pourrais pas répondre. Peut-être que Marie-Françoise sait. Hein, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a une amélioration qui s'est faite. Hein, par contre, pour avoir pas mal tourné là, au niveau du Béving, pour avoir fait des prélèvements, c'est plein de déchets, hein, des macro-déchets. Hein, voilà, il y a quand même aussi tout l'incivisme de l'homme hein, que l'on retrouve. On est en bas là, hein. On est en bas, on récupère tout ce qui descend de plus haut. Donc des bouteilles plastiques, des machines à laver, voilà. Après au niveau des effluents, je sais que les communes font des efforts parce qu'ils sont bien conscients. C'est l'intérêt du SAGE, hein, du schéma d'aménagement. C'est l'intérêt, c'est qu'au niveau de ce SAGE, ils se regroupent avec la lagune, avec la réserve pour essayer d'améliorer. Mais je ne pourrais pas répondre à l'un là, je ne sais pas. Non, c'était pour dire que, c'est pas pour vanter les vertus de l'assainissement à Bonifacio, mais on est sur une première, nous, de récupération. Il est de Bonifacio. On est sur une première en termes de récupération des eaux usées, sur la station d'épuration, qui est une station membranaire tout à fait moderne, et où on sort l'eau épurée à 99%, un peu plus, et on est en train de mettre en place une récupération des eaux pour de l'arrosage public et l'arrosage du golfe. Donc il me semble que ce sont des techniques, plus les techniques de ce qu'on appelle le SPANC, c'est-à-dire l'amélioration et la mise en conformité de toutes les assainissements individuels. Je pense que tout ça doit être beaucoup plus contraint aujourd'hui, tout en limitant aussi la constructibilité autour de l'étang, ce qui me paraît aujourd'hui quelque chose d'important. La zone de la réserve, la zone terrestre, hein, donc la réserve, c'est tout le plan d'eau. Je crois qu'il doit y avoir 50 ou 100 mètres. Il n'y a rien autour. Hein. Donc, de toute façon, après, c'est communal et ça ne dépend plus de la réserve. Donc, là, c'est les POS, les plans d'urbanisme qui font à un moment de chacune des communes qui font la loi. Là. Oui, bien sûr. Le Paduc, il n'a pas dû aller sur Bigoul, il y a Luciana et Borgo, parce que il y a quand même une urbanisation. De l'avenir. Le Paduc peut-il s'emparer de cette problématique-là? Je ne sais pas s'il l'a fait, je n'ai pas vérifié. Moi, j'ai des collègues... Oui, non, mais bien sûr, mais ça construit quand même. Hein, ça... Oui, j'ai des collègues géographes de Marseille qui ont comparé, entre Marseille, Nice et la Corse, qui ont comparé la vitesse d'urbanisation sur l'arrière-pays niçois, l'arrière-pays marseillais
et la zone de Bigoulia. La vitesse de construction est 10 fois plus importante en Corse que en Corse, sur cette zone, sur le bassin versant de Bigoulia, que sur la zone niçoise et la zone marseillaise. Quant à nous, à Bonifacio, on a un rythme de délivrance de permis de construire égal pratiquement à celui d'Ajaccio. C'est dire si les zones touristiques, bon, déjà pour les zones urbaines, c'est évident, mais les zones touristiques, c'est une pression énorme. Là c'est l'urbain, c'est pas forcément du tourisme, mais c'est l'extension de la ville de Bastia, hein, tout simplement. Je voulais te demander, te poser une autre question sur les espèces invasives. Est-ce que les carpes, elles sont venues, d'où sont-elles venues? Est-ce qu'elles étaient dans le Golo? Est-ce qu'on a regardé un petit peu? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a des idées précises? Non. S'en Elles viennent fout. de l'eau douce, hein, donc elles viennent des Elles ruisseaux viennent- autour. Non, mais elles viennent de lorsque ça a été curé, ça a dû descendre. Oui, lorsqu'il y a Ou eu... pas. Oh non, Non, alors non, c'est pas forcément. possible. Quand ils ont curé le canal du Fossonne, il y a eu une entrée d'eau douce très importante, ce qui a fait que tout le sud du bassin de l'étang, la dessalure, il y a eu une très grosse dessalure de l'eau. Les carpes sont arrivées parce que Non, mais l'eau elles y étaient déjà, ces carpes. Ah non, elles ne pouvaient pas y être parce que l'eau était plus salée. Donc elles étaient plus en amont au niveau des ruisseaux. Et oui, elles étaient forcément dans les ruisseaux. Elles sont arrivées dans l'étang parce que l'eau s'est dessalée. Ah, j'en suis sûre. Hein. Mais c'est mieux pour notre enregistrement. Par rapport à la pêche et les poissons, bon, les pêcheurs, d'après ce que je comprends, ils ont toujours pêché. Oui, à Bigoulia, oui. Voilà, donc vous avez fait des études sur le phytoplancton, etc. Est-ce que ces poissons sont, je dirais, entre guillemets, mangeables et toute l'année? Est-ce que vous avez étudié la pollution? Parce que sur les océans mondiaux, les thons, etc., bon là, il n'y en a pas, mais tous les poissons sont pollués. Donc là, je me demande si dans un espace aussi petit et autant pollué, les poissons qu'on mange, voilà. On n'a pas fait d'études sur les poissons. Parce que je ne travaille pas sur les poissons, j'ai des collègues qui travaillent sur les poissons, je ne travaille pas sur les poissons, je travaille sur les végétaux. Mais nous, on a fait des mesures de polluants dans les sédiments, parce que c'est un indicateur très intéressant, le sédiment dans une lagune, parce qu'il va accumuler justement toute la pollution. Et on a fait des mesures de polluants au niveau des sédiments. Alors, on a beaucoup, dans la lagune de Bigoulia, on a beaucoup de nickel, on a beaucoup de chrome. C'est vraiment les deux métaux qui ressortent le plus, mais ces métaux ressortent le plus, mais c'est lié, les teneurs importantes en nickel et en chrome sont vraiment liées au socle géologique. Voilà, parce que le socle géologique, j'ai Marie-Françoise qui surveille ce que je dis. Ah bon. Donc parce que c'est vraiment en lien avec... Alors je sais qu'il y a quand même des niveaux, il y a des métaux qui sont quand même... Bon, alors, après, vous avez une différence entre ce qu'on a dans les sédiments et ce qu'on a dans la colonne d'eau. Voilà. Nous, on n'a pas fait de mesures au niveau de la colonne d'eau. On a fait des mesures au niveau des sédiments. Il y a des métaux qui ressortent. Vous avez notamment des HAP, des hydrocarbures aromatiques je ne sais plus, HAP, qui proviennent notamment de la combustion. Vous avez l'aéroport pas loin, vous avez quand même un circuit, des automobiles à proximité. Forcément, les poissons qui vivent dans ces milieux vont forcément bioaccumuler cette pollution. Moi, je dirais quand même un mot, l'étang de Bigoulia, c'est pas le pire. Les étangs, quand vous allez dans d'autres étangs, je dirais les étangs palavasiens, c'est des étangs qui sont complètement urbanisés, artificialisés, qui ont été complètement détruits. Les étangs corses, celui qui effectivement est le plus dégradé, c'est Bigoulia, mais c'est lié à sa configuration, parce qu'il est tout en longueur et qu'il est très confiné, et qu'en plus il reçoit tout au niveau du bassin versant. Maintenant, les niveaux de pollution de métaux, c'est pas forcément ce qui ressort le plus dans les études que j'ai vues. Voilà. Je pourrais pas vous en citer, je sais pas. Je sais qu'Ifremer avait fait des analyses de métaux au niveau des poissons, parce que ça s'est fait, mais je pense que c'est contrôlé au niveau sanitaire. De toute façon, je pense quand même que c'est contrôlé. Voilà. Mais
Non, Bigoulia non, puisque c'est pas une zone. Il n'y a que Diane et Urbino. Ouais, dans le Réfi et les suivis de réseau lagunaires de l'Ifremer, c'est surtout Diane et Urbino, pas Bigoulia. Donc oui, c'est des zones. C'est paradoxal parce que c'est là où on a une très grosse production et c'est là où on a le plus d'accumulation. Je vais vous poser une autre question. C'est pas directement lié à ça. Est-ce que dans toutes les universités, il y a souvent des départements université troisième âge. Moi, je suis dans ce cas-là. Est-ce que vous, dans votre secteur, vous donnez, je dirais, vous faites ce type d'intervention et est-ce que les non-étudiants peuvent venir à vos cours? Ben, je dirais en général sur l'environnement et des sujets comme ça qui m'intéressent un peu. Ben, c'est l'objet. Peut-être Alain, vas-y. Non, oui, c'est l'objet de notre cycle, hein, d'avoir une sorte d'éclectisme sur une culture scientifique à partager avec le public. Donc le centre culturel universitaire est là pour ça, en interface, qui fait appel très souvent à des collègues de l'université, mais pas exclusivement, puisque ce cycle-là, ce mini-cycle autour de la pollution en Méditerranée, cette année, moi, je l'ai voulu avec François Galgagne, qui nous a parlé largement de la pollution en Méditerranée, avec Vanina Pasqualini sur un sujet beaucoup plus ciblé. On va le terminer avec Pascal Auberti, qui va parler, lui, d'économie de l'environnement, dans un angle, bien entendu, beaucoup plus économique et donc moins scientifique. Donc le centre culturel est là pour ça. Après, il y a le statut à l'université que l'on appelle auditeur libre, et qui est une inscription particulière auprès de notre scolarité et qui permet de venir assister à des cours dans la limite des places, je suppose, hein, mais à l'université de Corse, c'est pas trop problématique. Voilà, ce sont les deux possibilités. Mais l'auditorat libre est formel et passe quand même par une inscription à la scolarité. Peut-être Marie-Françoise, tu veux compléter sur... Justement, depuis la dernière loi sur les universités, il y a la mission de diffusion de la culture scientifique qui est en fait une nouvelle mission de l'université. Et donc, c'est ce qu'on essaye de développer. Bon, Alain a parlé du rôle du CCU, mais on essaye de développer également des collaborations avec les acteurs du territoire, des associations culturelles, des sociétés savantes, d'autres organismes, acteurs de terrain, pour pour organiser des conférences et la diffusion des résultats des travaux de recherche sur l'ensemble du territoire. Donc on travaille avec des centres culturels, avec d'autres associations, la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, pour essayer d'organiser des conférences de nos chercheurs essentiellement sur l'ensemble du territoire de la Corse. Même national, puisque tu vas même à Nice, toi, tu as un deal avec le CUM. Ouais, sur les lagunes, hein, du coup, pour te poser, on a beaucoup parlé du changement climatique mondial avec la COP21, etc. Est-ce qu'on sait si l'élévation du niveau marin, ça va justement pouvoir potentiellement influencer bénéfiquement, peut-être pour les étangs, l'ouverture du Gros, ou je sais pas, toute l'année, du coup, ou négativement sur une submersion des lits d'eau, etc. Et à un échelle de temps géologique un peu plus grand, ça c'est une question... Est-ce que ça va peut-être pas créer même des nouvelles zones lagunaires à des plus long terme avec ces submersions? Avec l'élévation du niveau de la mer, les lagunes vont être les premières concernées. Hein. Pardon. Oui, avec l'élévation du niveau de la mer, forcément, hein, il va y avoir des ouvertures, des gros qui vont se former, et puis après, quand les gros vont être trop importants, eh ben, on aura en fait les lagunes vont se transformer en mer. Hein. Voilà, donc forcément, les lagunes, elles vont subir l'élévation du niveau de la mer et puis elles subissent un autre impact du bassin versant. C'est quand on a beaucoup de sédiments qui arrivent, en fait, ça comble la lagune et ça réduit en fait la profondeur. Il y a certaines lagunes qui se comblent à raison de 30 cm par siècle. Quand on sait que les lagunes sont très peu profondes, 1 mètre, 1,50 m de profondeur, ben, ça veut dire de toute façon, effectivement, on va avoir une évolution très rapide dans les siècles à venir de ces milieux lagunaires. Et on revient à la question de monsieur, là à côté. Si la gestion écologique, ça veut dire ne rien faire. C'est pas de gestion. Si on ne fait rien, ça veut dire que la lagune de Bigoulia...
Alors, moi, je dirais qu'il ne faut pas rien faire. Je suis un peu de cet avis, il faut laisser faire un peu la nature. Sauf que là, la nature, elle a été un peu loin et elle a beaucoup dégradé l'étang. Il faut lui redonner un peu d'oxygène quand même. Sans aller, mais je suis un peu de ton avis, hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas, à un moment, il faut laisser faire la nature. La nature, faut la laisser un peu reprendre son équilibre. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une telle pression que, bon, on peut quand même un petit peu l'aider. Est-ce qu'on sait justement dans la lignée de la réponse, est-ce qu'on sait quantifier la part de l'eutrophisation naturelle sur la part de l'anthropique? Oui, oui, Oui. oui, oui. Il faut savoir que les lagunes, je ne vous l'ai pas dit au début, hein, mais les lagunes ont subi depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle au niveau provençal les malaïgues. Les malaïgues, il y en a toujours eu dans les milieux lagunaires. Les milieux lagunaires, elles ont toujours subi des eutrophisations qui arrivaient du bassin versant. Donc c'est connu depuis très longtemps. Sauf que actuellement, ces malaïgues, hein, comme on les appelle, ces crises dystrophiques comme a subi l'étang de Bigoulia en 2007, eh ben, elles sont de plus en plus rapprochées, elles sont de plus en plus fréquentes. Voilà, donc oui, on sait quand même bien faire la différence entre la part naturelle et la part anthropique. Oui, les fréquences sont plus importantes. Oui, madame, j'avais une question. Oui, oui. Oui, je pensais que vous ne m'aviez pas vu, mais je vois qu'on peut rien Voilà, faire. elle a des yeux, derrière la tête, Marie-Françoise. Non, ma question, parce qu'elle se pose beaucoup en Corse, je voulais savoir s'il n'y a pas de phénomène d'érosion là, de la côte. Si, tout à fait. Là, sur la plaine orientale, il y a une érosion très importante du. Particulièrement, je veux dire, à Bigoulia. Ah, si, il y en a. Hein. Oui, oui, je pense que ça fait partie des zones. Alors, attendez que je réfléchisse par rapport à la plage. Oui, quand même. Je pense qu'il y a une érosion importante à ce niveau-là. Je sais qu'à Aléria, c'est très important, un peu par rapport à ce que je connais. Hein. Ça, c'est très visible. Voilà, à Aléria, voilà, le restaurant est pratiquement dans l'eau. Peut-être s'il y est plus, je ne sais plus, ça fait quelque temps. Après, plus haut, vous avez du côté de Mauriagne aussi. Je crois qu'il y a un endroit où les pins sont pratiquement dans les troncs des pins, hein, de la pinède qui était de l'arrière-plage, sont pratiquement dans l'eau. Je crois que c'est du côté de Mauriagne, ça. Voilà, qui a des... Tout à fait. Tout à fait. Et après, sur Bastia, bon, remarquez, sur Bastia, d'après moi, on n'aura plus de problème dans pas longtemps, mais bon, ça c'est un autre sujet, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'aborde. Mais il faudra bien en parler un jour. C'est pas le sujet. Bah, de toute façon, moi je vous parle en tant que scientifique, hein, je ne rentre pas du tout là dans un aspect de politique. En tant que scientifique, le port va avoir une avancée, donc le port il va être juste au-dessus du Gros. Vous voyez, il y a le Gros qui est complètement au nord, qui est le seul poumon de l'étang. Le port va avoir une avancée de 600 mètres sur la mer. Et cette digue sud là du port, elle va être située à 1,5 km du Gros. Voilà. Donc quand vous voyez qu'il y a des difficultés pour ouvrir, fermer le Gros, etc., autant il y aura plus de problème, ça va complètement modifier la circulation des courants et donc ouvrir complètement la lagune, mais il y aura une répercussion sur la lagune, c'est bien évident. Et là, c'est plus du naturel, hein. On ne laisse pas faire le naturel. Là c'est l'homme qui intervient encore de plus en plus. Voilà. Bien, merci Vanina pour cet exposé, puis merci pour vos échanges qui étaient vraiment très très riches. Donc voilà, je le disais tout à l'heure, on va terminer ce cycle sur l'environnement avec Pascal Auberti la semaine prochaine. Et puis, nous recommencerons. Hein. Merci beaucoup, Vanina. À une prochaine. Merci à vous d'être venu.